Bonjour à tous, hein. On va commencer la conférence avec Cédric Philibert qui vient d'arriver, donc c'est très très bien. On remercie beaucoup de consacrer un peu de temps à notre modeste Bonsoir. association, étant donné Bonjour. que il y a quand même beaucoup comment dire, de médias qui l'ont convié déjà. Donc nous sommes une association d'ordre régional, hein, donc avec moins d'influence que des grands médias comme BFM ou autres. Mais bon, on est, je dirais, on travaille depuis plusieurs années sur la transition au niveau régional. Et donc, ça nous intéresse beaucoup d'avoir l'avis de Cédric Philibert sur la base de ce qu'il a écrit dans son livre Éolienne, pourquoi tant de haine. Donc d'avoir des arguments solides en faveur de la transition énergétique basée sur les énergies renouvelables. Donc j'ai cédé la parole à Cédric pour qu'il nous commence à nous exposer ses thèses. Merci, bonsoir à tous. J'ai donc une présentation où finalement, on va me dire que je ne réponds pas à la question que j'ai posée dans mon titre. Je n'explique pas toute la haine parce que je n'étais pas tellement intéressé par l'espèce d'enquête policière, savoir où sont nés les mensonges et les exagérations, comment elles se diffusent, qui les diffuse et pourquoi. Le Monde avait fait ça très bien. J'étais plutôt intéressé par essayer d'apporter des réponses aux questions que les gens se posent, parce qu'ils s'en posent. À la limite, je ne trouve pas anormal que spontanément, quand un projet arrive à proximité de chez eux, les gens s'interrogent et voire et même une première réaction pas forcément positive. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui va changer mon environnement? Je vais le voir de partout. Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi on fait ça? Qui décide? À quoi ça sert? Etc. Et cette réaction est un peu normale, mais ensuite, au lieu que des gens viennent leur expliquer pourquoi on fait ça, il y a plutôt des gens qui viennent et qui disent: oui, vous avez raison, ça sert à rien, ça enrichit que des financiers étrangers, ça va polluer, ça consomme beaucoup de matériaux, ça pollue, ça ne sert à rien parce qu'en fait, on a toute l'électricité qu'il nous faut, elle est déjà bas carbone, ça ne va faire qu'aggraver les choses, etc., etc. Donc, vous avez des gens, en France, c'est plutôt le lobby, une partie du lobby nucléaire qui s'est monté qui a monté des fédérations anti-éoliennes, etc., pour essayer de répandre une désinformation massive et de jeter de l'huile sur le feu, d'exacerber une réaction au départ interrogative, éventuellement pas forcément pas favorable d'emblée, mais voilà, qui cherchent à savoir pourquoi, et on leur explique que ça ne sert à rien et que ça coûte de l'argent et que ça enrichit quelques-uns et ça appauvrit tout le monde. Voilà. Donc, j'ai vraiment essayé de répondre aux questions de fond que se posent les gens, en expliquant ce que c'est que l'éolienne moderne, en expliquant un peu le changement climatique rapidement et pourquoi on a besoin d'électricité pour chasser les énergies d'électricité propre pour chasser les énergies fossiles, que les autres technologies renouvelables seraient utiles, mais qu'elles n'avaient pas le même potentiel que le solaire photovoltaïque et l'éolien. Le nucléaire, c'est très bien pour produire de l'énergie bas carbone, mais voilà, ça produit de moins en moins. Et puis, si on construit de nouveaux réacteurs, ils ne vont pas arriver tout de suite, si jamais ils arrivent. Donc, en fait, au moins les 15 ans qui viennent, on n'a pas tellement d'autres solutions si on veut lutter contre le changement climatique que développer assez massivement le solaire et l'éolien. Puis, j'ai regardé un peu les nuisances et ce qu'on disait sur les nuisances, et on dit tout et n'importe quoi. Et puis, j'ai regardé à la fin les yaka, tout ce que les gens disent pour ne pas avoir à affronter le fait qu'il faut des éoliennes. Alors, il n'y a qu'à faire tout solaire, il n'y a qu'à réduire la consommation avec les économies d'énergie ou avec la sobriété, il n'y a qu'à faire de la biomasse, il n'y a qu'à faire, etc. Et je montre que toutes ces choses-là sont utiles éventuellement, mais ne font pas le poids, et que sans l'éolien et le solaire, on ne peut pas y arriver. Voilà, c'est en gros ça
que je vais essayer d'expliquer. Et je vais essayer de vous le montrer. Alors, j'ai apparemment un petit souci. Est-ce que vous voyez mon... Attendez. J'ai un écran bizarre parce qu'il y a un numéro. Ah ben voilà, ça a disparu. Bon, tout va bien. OK. Je pense que vous devez voir mon écran maintenant. Je ne vous Oui, entends pas. on le Personne ne voit. me dit oui. Oui, oui, on le Oui, voit. oui, on le voit. Bon, d'accord. Ça me rassure. J'ai pas envie de parler dans le vide. Alors, voilà, comment on va procéder? Euh, on va faire, je vais d'abord vous donner les dernières nouvelles du front, si je puis dire. Que disent le GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, et l'Agence internationale de l'énergie. Après, on va arriver sur les scénarios de réseau de transport d'électricité français et l'analyse économique qu'ils prétendent faire, mais enfin qui est quand même intéressante. On va évoquer la variabilité, bien sûr, les flexibilités et les réseaux. Et enfin, on verra l'accélération du déploiement éolien et solaire. Et puis, je m'arrêterai là parce que vous allez voir que ça va quand même déjà prendre un petit moment. Et ça y est, il faut que ça défile. Ça y est, ça défile enfin. Voilà. Et ensuite, je répondrai à toutes vos questions éventuelles, ou du moins j'essaierai. Alors, les dernières nouvelles du front, on va commencer par une, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est l'un et l'autre. La mauvaise nouvelle, c'est que, comme vous le savez sans doute déjà, les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 dans le monde n'ont jamais été aussi élevées. C'est un fait. La bonne nouvelle, c'est que c'est un pic et que, notamment pour la production d'électricité, ces émissions vont commencer à descendre, si tout se passe comme prévu, dès cette année, dès 2023. Et on peut voir ici ce qui se passe exactement. Alors ici, on a ce que Ember appelle Other Clean, c'est l'hydroélectricité et le nucléaire. Ici, c'est les fossiles fuels, donc essentiellement du charbon et du gaz pour la production d'électricité. Et puis le vent et le solaire qui grossissent rapidement et qui enfoncent un coin entre les deux et vont permettre, en fait, avec une consommation, une demande d'électricité qui va continuer à croître et qui va même s'accélérer, et vous allez voir que c'est une bonne chose, eh bien, en fait, on va avoir, malgré ça, grâce à ce coin qui grandit, la possibilité de réduire progressivement, mais il faut espérer rapidement, la consommation de combustibles fossiles. Vous allez me dire, oui, mais l'électricité, c'est 20% de l'énergie finale dans le monde. C'est vrai, c'est quand même 37% des émissions de CO2 de cet ensemble qu'on appelle énergie. En fait, ça prend l'industrie aussi. Ça ne prend pas le secteur agricole et la foresterie, qui est une autre paire de manches. Mais voilà, en fait, les émissions de cet ensemble énergie ou liées à l'énergie de CO2 vont se réduire au travers de toute l'économie, même dans les scénarios du laisser-faire. Là, c'est un scénario de l'AIE, un scénario du laisser-faire. Vous allez voir que c'est très différent, les scénarios d'ambition climatique. Mais même dans ce scénario, on arrive à un pic pour le pétrole et pour le gaz et pour le charbon surtout. Et ça arrive d'ici la fin de la décennie. Voilà. Le pétrole, c'est parce que ça part dans le transport terrestre, va diminuer grâce aux véhicules électriques. Alors, il y a l'avion, il y a surtout les productions chimiques à partir du pétrole. Le charbon, ça part à diminuer grâce à la progression des énergies renouvelables. Et le gaz, c'est un peu la même chose. Donc, voilà, là, ce n'est pas du tout assez rapide, hein, ce n'est pas du tout un bon scénario pour le climat, mais c'est pour montrer que même dans le pire des cas, on arrive à un pic sur les fossiles qui n'est pas un pic géologique, comme le soutient monsieur l'aimable Jean Covici, mais c'est un pic de demande qui arrive grâce à des efforts qui commencent à payer enfin. En 2022, deux autres signaux quand même pas négligeables. En Europe, l'éolien et le solaire ont produit plus d'électricité que le gaz. Hein, et c'était la première fois. Et puis alors, si on prend hiver après hiver, ben on s'aperçoit que durant l'hiver 2022-2023, ce qui vient de s'achever, eh bien, les renouvelables
on produit, là on ajoute l'hydroélectricité, les renouvelables, on produit davantage d'électricité que les combustibles fossiles. Et ça aussi, c'est quand même un signe d'espoir. Et puis surtout, les choses s'accélèrent, c'est-à-dire les prévisions de déploiement éolien et solaire ne cessent de s'accélérer. On va ajouter cette année jusqu'à 440 milliers de mégawatts de renouvelables dans le monde et jusqu'à 550 l'année suivante. Cette prévision est intéressante parce qu'elle est le double celle que faisait l'AIE en 2020. Hein, et elle a monté, ça c'est ce qu'elle faisait en 2021, ça c'est ce qu'elle faisait il y a 6 mois, en novembre 2022, et ça c'est ce qu'elle fait maintenant, ici. Voilà, donc ça va toujours plus vite. Alors vous allez dire toujours plus vite que ce que l'AIE attend, c'est pas nouveau, mais sauf que c'est quand même vraiment spectaculaire. Et on voit ici la croissance des additions annuelles. Alors tiens, j'ai pas mis la légende là-dessus, donc je crois qu'ils ont mis le. Je vais dire des bêtises. Donc je ne vais pas vous dire lesquelles énergies c'est parce qu'ils ont un code couleur bizarre. Voilà, ce qui compte, c'est de voir tout ce qu'on a ajouté en 2017, en 2019, 18, 19, etc. C'est vraiment les additions annuelles. Hein. C'est pas, on a l'impression comme ça, on se dit, ah oui, ça, il y en a un peu plus installé chaque année en cumulé. Mais non, si on faisait un cumulé, le cumul, ce serait tout à fait exponentiel. Ça, c'est la hausse des additions annuelles. Donc, c'est vraiment tout à fait autre chose. Voilà. Alors, pourquoi ça? Parce que, comme le dit le GIEC dans son dernier rapport, le volume 3, paru en 2022, les coûts se sont effondrés, les coûts des renouvelables se sont effondrés. Entre nous, je pense que c'est une des raisons déjà, en 2015, du succès de COP15. Je pense que, COP21, pardon, en 2015, la conférence de Paris. Je pense que les pays ne se seraient pas engagés, ils n'auraient pas dit on va faire finalement, on va faire du zéro émission nette en 2050 pour beaucoup, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, d'autres. 2060 pour la Chine, 2070 pour l'Inde. Ils n'auraient pas dit ça s'ils n'avaient pas eu la perception déjà en 2015 que le prix des renouvelables était en train de s'effondrer et que ça allait permettre de faire beaucoup de choses à coût nul. Tant qu'ils ont eu l'impression, les pays riches et pauvres en réalité, ont résisté à l'action climatique, les gouvernements ont résisté tant qu'ils ont pensé que ça allait coûter énormément et que ça serait donc du coup insupportable pour les populations. Ils n'avaient peut-être pas bien perçu ce que c'était que le changement climatique, mais voilà, c'était ça l'idée. Et voilà la chute du coût du photovoltaïque, de l'éolien terrestre, de l'éolien offshore, du solaire à concentration, bon ça ne se concerne pas trop en France, les batteries pour les véhicules électriques, leur coût s'est également effondré, et du coup, les croissances sont très fortes. Et alors, c'est intéressant parce que si on compare, souvent vous avez des gens du nucléaire, par exemple, qui vous disent, oui, le 5e rapport, le GIEC dit que, le GIEC dit que, il a dit des choses dans son premier rapport, son deuxième, son troisième, son quatrième, son cinquième, il n'a pas changé d'avis jamais, il a toujours été plus précis et plus affirmatif sur le changement climatique. Mais par contre, sur les façons de lutter contre le changement climatique, il a beaucoup évolué parce que la situation a beaucoup évolué. Et donc, les gens nous sortent des citations d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans qui nous disent le nucléaire est indispensable, etc. Et puis, vous allez voir ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'ils ont vu surtout. Là, c'est ce qu'ils voyaient en 2010, et là, c'est ce qu'ils voient en 2020 pour la proportion d'électricité photovoltaïque. Ça, c'est la proportion d'électricité éolienne. Ça, c'est la proportion de l'offshore wind. Alors, ce n'est pas la même échelle, hein, évidemment, parce que ça démarre juste. Et puis ça, c'est la concentration, bon, on ne va pas en parler. Et ça, c'est les batteries, c'est aussi la part de la flotte de véhicules privés en 2020, ça monte, voilà. Et ça, c'est l'adoption, donc par million de véhicules électriques, voilà. Donc tout ça grimpe et grimpe vite par rapport à ce qu'ils ont pu voir il y a 10 ans quand ils ont fait les rapports précédents. Et ce qu'ils nous disent maintenant, et ça ils l'ont dit vraiment très clairement en mars dernier dans leur rapport de synthèse, c'est que au fond,
Le solaire et le vent sont les deux technologies qui offrent les plus grands potentiels de réduction d'émissions nettes dès 2030 et qui plus est, à coût nul. C'est-à-dire que tout ce qui est bleu ici, c'est supposé être d'un coût nul parce que ça coûte moins cher que l'alternative. Il y a 5 ans, il est devenu moins cher de consommer l'électricité photovoltaïque de son toit par rapport à l'électricité distribuée. Et en même temps, il devenait moins cher dans un certain nombre de situations et de pays de construire une centrale solaire plutôt qu'une centrale à charbon et de mettre du charbon dedans. Mais maintenant, c'est encore différent. Il devient moins cher. Alors, c'est vrai maintenant pour l'éolien, mais pour le solaire, c'est maintenant moins cher de construire une nouvelle centrale solaire que de mettre du charbon dans une centrale qui existe déjà. Et donc, ça veut dire elles sont out maintenant. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Et c'est quand même les plus gros potentiels. Vous regardez le reste, c'est réduire les fuites de méthane quand on exploite les fossiles, la bioélectricité, la géothermie et l'hydroélectricité, le nucléaire, le capture et le stockage du charbon, tout ça, du carbone, tout ça, c'est plus petit que ce qu'on peut faire avec le solaire et le vent. Et ils ont regardé des milliers de scénarios et ils en ont tiré des représentative pathways, comme ils disent, des scénarios représentatifs de ce qui serait possible de faire. Donc ça, c'est ce qui se passe si on n'agit pas, hein. Donc on a beaucoup de fossiles, on a de la biomasse, et puis on a l'ensemble des renouvelables. Voilà. Euh, Là, c'est l'action modérée, ça ne dit rien. Ça, c'est si on diffère l'action. Et puis, c'est surtout ceux-là qui sont intéressants. Celui-là, c'est renouvelable. Pardon. Celui-là, euh, on va vers des émissions négatives, donc on s'autorise à faire plus d'émissions dans un premier temps parce qu'on se dit qu'on va les compenser par la suite. Celui-là, c'est la demande est très basse, et là, c'est un développement qui correspond mieux à un développement durable, etc. Tout ça est très intéressant. Et alors, où est le nucléaire là-dedans? Il est là, mais où est-ce qu'il est dans le scénario? Ben, il est là, c'est la petite ligne jaune qu'on arrive à peine à voir. Là, peut-être dans ce scénario-là, on la voit, mais dans les autres, on la voit pratiquement pas. Voilà, parce qu'il est disqualifié à l'échelle globale. Voilà, alors maintenant, on va regarder. Vous êtes toujours là? Allô? Personne ne Mio est répond. toujours là. Ah oui. Oui, Bon, oui, bien sûr, oui, on suit. bon. Alors, on va regarder. On va regarder maintenant le scénario net zéro de l'AIE, qui a été produit en 2021 et puis actualisé l'année d'après. Et il faut regarder d'abord la production d'électricité en milliers de térawattheures. Voilà. Alors, on a le charbon qui disparaît en 2040, mais enfin qui se réduit fortement à partir de maintenant. Ça, c'est un scénario prescriptif, hein. Ce n'est pas ce qui va se passer, c'est ce qu'il faudrait qu'il se passe. Le gaz, bah, c'est à peu près pareil. Le pétrole, il y en a un petit peu dans des îles ou des endroits où on n'a pas d'autres moyens de faire enfin, c'est plus difficile de remplacer. Voilà. Après, on a un peu de fossile avec de la capture. Donc, voilà, il y en a un petit peu, c'est pas inexistant. On capture le CO2 et on stocke. Le nucléaire, bah, l'AIE n'est pas anti-nucléaire. Vous voyez, pour l'AIE, le nucléaire double en valeur absolue, en kilowattheure dans le monde. L'hydroélectricité progresse et elle est déjà bien plus importante que le nucléaire et puis elle progresse plus vite. C'est surtout les grands barrages dans les grands pays en développement. Ensuite, on a la bioénergie et déchets. On a d'autres renouvelables, un peu de géothermie, un peu de… Voilà. Ensuite, on a l'éolien. Et ensuite, on a le solaire. Et puis, tout à fait à la fin, on a un peu d'hydrogène et d'ammoniac qui va venir, comme on le verra tout à l'heure, finir de boucler la boucle pour assurer le backup dans les périodes où il n'y a pas assez de vent et de soleil. Alors, il y a pas mal de leçons à tirer de ça. D'abord, c'est qu'il y a une consommation d'électricité qui s'envole, là, hein. On est à 26 000 TWh et là, on irait vers 70 000. Donc, est-ce bien nécessaire? Est-ce qu'on a besoin de cette électricité? Est-ce que c'est contradictoire avec nos efforts d'économie? Bien, en fait, non. En fait, non, parce que l'électrification est en elle-même une source importante d'économie d'énergie. Et on va le voir avec d'abord l'exemple des transports. Quand vous mettez de l'essence ou du diesel dans une voiture, vous allez avoir une efficacité qui va varier entre 25 et 40
pour la propulsion, puis tout le reste, c'est des pertes. C'est le théorème de Carnot, ce sont des pertes, vous n'y pouvez rien. Si vous regardez, vous mettez de l'électricité dans la batterie de votre voiture électrique, vous avez aussi des petites pertes mécaniques, électriques, dans le chargeur, etc. Mais vous avez une efficacité globale, disons, entre 75 et 80%. Bon, maintenant, on va regarder la chaleur. La chaleur, on dit c'est bien efficace. Quand on brûle un combustible, il y a un peu de perte, mais pas beaucoup. Il y a un peu d'énergie qui part dans la cheminée, mais si c'est bien fait, avec la condensation, on a même l'impression qu'on fait plus de 100%. Bon, on ne peut pas faire mieux. Ben, en fait, si, on peut faire beaucoup mieux avec de l'électricité, parce qu'avec les pompes à chaleur, on va aller chercher la chaleur dans le milieu extérieur froid, on va la ramener à l'intérieur de la maison. Et 1 kWh va nous donner 3, 4 kWh de chaleur. Donc, ça va être comme une efficacité de 300 ou 400%. Et puis, quand on va remonter un cran dans la chaîne de l'énergie, on va arriver sur le charbon brut, le pétrole brut, etc. Là, on avait les usages un peu des carburants, des combustibles et de l'électricité. Là, on va voir la demande totale d'énergie. Et on va s'apercevoir qu'une bonne partie va rentrer dans des raffineries, mais surtout dans des centrales électriques, avec des pertes immenses. Et ces pertes, vous les avez ici. Alors que si on passe à des renouvelables électriques, donc c'est le photovoltaïque, l'éolien, l'hydroélectrique, par convention, on a 1 pour 1, c'est-à-dire on a 1 kWh d'électricité qui se génère à l'intérieur, on n'a pas 2 kWh de chaleur qu'il faut évacuer, qui vont d'ailleurs polluer l'environnement, la pollution thermique, on ne va pas avoir ça, donc on ne va pas avoir ce gaspillage. Et surtout dans les scénarios, c'est important de le comprendre parce que quelquefois vous avez des aimables plaisantins, Jean Covici par exemple, qui disent oui, alors la France, c'est 3000 TWh d'énergie, de demande totale d'énergie. Donc, il prend le pétrole brut, il prend le charbon, et en fait, il prend la chaleur de la fusion de l'uranium, il prend tout ça et il dit, vous voyez, pour remplacer ça avec des éoliennes, il en faut tant. Non, il en faut 3 fois moins, en gros, parce qu'on ne va pas avoir ces pertes-là qui sont de l'ordre des 2 tiers de l'énergie qui est produite ici, l'énergie du fioul. Ce qui fait qu'on va pouvoir regarder là maintenant la demande totale d'énergie, et ça va être intéressant. Parce qu'on va avoir un charbon qui disparaît presque, pas tout à fait, parce qu'il y a quelques usages où ils n'ont pas imaginé de le remplacer. Il faut bien se dire que c'est un exercice zéro émission nette et pas zéro émission brute. Donc, on suppose qu'il y a un certain nombre de secteurs où il y a des émissions résiduelles qui sont trop coûteuses à éliminer ou qu'on ne sait vraiment pas comment éliminer et qu'on compense ces émissions-là par une augmentation des captures que nous favorisons, par la foresterie, par la capture directe dans l'air, je n'y crois pas trop. D'ailleurs, la foresterie, ça pose aussi des problèmes parce que quand il fait chaud, on voit que les forêts volent. Mais bon, voilà, c'est l'idée, c'est zéro émission nette, pas zéro émission brute. Donc, il y a du pétrole qui sert encore surtout à fabriquer des objets, parce que c'est de plus en plus sa fonction, hein, tous ces beaux plastiques qui honorent nos plages. Voilà. Il y a encore un peu de gaz. Alors, il y a du nucléaire. Il y a de la biomasse, surtout de la biomasse solide qui va servir ou pour se chauffer ou dans l'industrie. Hein, vous savez, les industries de pâte à papier utilisent beaucoup de biomasse solide. Il y a de la biomasse liquide, oui, les agrocarburants, ça grimpe un peu, mais pas trop, avec en principe de la seconde génération. Biomasse gazeuse, oui, il y en a aussi, mais ce n'est pas non plus époustouflant. La biomasse traditionnelle, elle disparaît. La biomasse traditionnelle, c'est celle qui sert d'énergie de cuisson dans les pays en développement et qui asphyxie les femmes et les enfants à l'intérieur des maisons. Donc elle disparaît, elle est remplacée par des choses plus modernes. J'ai un petit désaccord avec l'AU sur ce point, sur ce qui la remplace, mais ça c'est une autre histoire. Ensuite, il y a l'hydroélectricité. Alors là, on peut remarquer un truc assez amusant, c'est qu'on parle cette fois en énergie totale. En énergie totale, l'hydroélectricité, c'est plus petit que le nucléaire. Mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait l'hydroélectricité, c'était plus d'électricité que le nucléaire. Donc, voilà, la demande totale, c'est un peu une fiction, parce que oui, on va avoir beaucoup de chaleur, mais à 99%, on ne va rien en faire de cette chaleur.
qui est dans les centrales nucléaires et qu'on évacue et qu'on ne sait pas utiliser sauf dans de très rares exceptions. Voilà, ensuite il y a du solaire, de l'éolien et puis quelques autres renouvelables. Et alors, il y a plusieurs remarques à faire quand même sur ce graphe. D'abord, c'est que la demande d'énergie totale, elle n'augmente pas. Alors, est-ce que c'est un scénario de décroissance ou de non-croissance? Eh bien non, c'est un scénario traditionnel, si je puis dire. Il y a un petit rôle que joue la sobriété, il y a une progression de l'efficacité énergétique, bien sûr, pas seulement la progression autonome, il y a une progression par des politiques, hein, mais en gros, et en 30 ans, le volume de l'économie mondiale double et la Terre accueille 2 milliards d'habitants en plus. Et le niveau de vie dans les pays en développement, notamment, s'élève. Voilà, donc ce n'est pas un scénario de décroissance, et malgré ça, la demande totale d'énergie reste la même. Alors, c'est en partie grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique, bien sûr, mais c'est surtout, ou c'est autant, grâce à l'électrification et à ce qu'on a vu, le fait que l'électricité remplace souvent 3 fois plus d'énergie primaire. euh, et c'est évidemment très important. Et d'ailleurs, l'électricité, dans ce scénario, bondit de 20% à 50% de l'énergie finale et les 2 tiers de l'énergie utile, en réalité. Donc, c'est vraiment un scénario d'électrification, parce que c'est l'électrification qui nous permet de chasser les combustibles fossiles des bâtiments, de l'industrie, des transports. Alors maintenant, on va passer au niveau franco-français. Et on va voir que c'est à peu près la même chose. Les chiffres ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est le même principe. Là, on est sur l'énergie finale. L'énergie finale, elle est censée passer de 1600 TWh à 930, donc une réduction de 40%. Et la part de l'électricité, elle est un peu plus élevée en France que sur la moyenne mondiale, elle est à 25%. Elle est censée monter à 55%. On va voir comment ça va être révisé peut-être dans les mois qui viennent, parce qu'on s'aperçoit maintenant que la partie difficile, en fait, c'est plutôt celle-là que celle-là. C'est plutôt les ENR hors électricité, déchets, chaleur, gaz décarboné. Tout ça n'est pas si simple. Voilà. Donc, euh, mais il y a la même logique. Ça fait plus d'électricité, non seulement en part, évidemment, hein, on passe de 25 à plus de 50, mais même en térawattheure, on va y venir. Et c'est ça qui, entre autres, permet de diminuer la demande d'énergie finale. Alors, grâce à ça, les émissions de gaz à effet de serre territoriales de la France, hein, on ne parle pas de l'empreinte, on parle vraiment des émissions chez nous, elles diminuent fortement. Alors, il y a là les émissions de l'agriculture, traitement des déchets, tout ça, qui doivent continuer qui doivent baisser. Mais pour ce qui est de l'énergie, on a surtout une baisse très sensible dans les transports. Ça, c'est grâce à l'électrification, c'est ce qui est assuré. Dans le chauffage des résidentiels et tertiaires, on a aussi une baisse liée à l'électrification. L'industrie manufacturière, c'est pareil. Voilà, on produit de l'hydrogène matière, on remplace de l'hydrogène qu'on fabrique déjà aujourd'hui, mais avec des fossiles. Et donc, tout ça, ça baisse les émissions et on a une baisse d'émissions. La part de l'électrification est donc vraiment importante dans la réduction des émissions du pays. Elle ne fait pas tout, mais elle fait beaucoup. Et elle réduit aussi la pollution atmosphérique. Et on pourrait ajouter le niveau de bruit ambiant. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, parce qu'on nous dit, oui, les éoliennes, elles font du bruit, elles sont indispensables pour faire rouler des véhicules électriques. Et s'il y a un bruit qui gêne les Français, c'est quand même d'abord et avant tout le bruit de la circulation. Alors après, il y a les bruits endogènes, et on en voit parfois quand on résout un problème de bruit extérieur, on s'aperçoit que les bruits intérieurs deviennent insupportables, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais les bruits qui sont vraiment stressants, qui rendent les gens malades, etc. Voilà. Puis, alors, les bruits et les particules, les NOx, les SOx, les composés organiques volatiles. Et tout ça devrait être considérablement réduit dans les années qui viennent, notamment grâce à cette électrification, surtout des transports. Alors, je vais venir maintenant sur les 6 scénarios de production d'électricité de RTE. 6 scénarios qui se groupent en 2 catégories. Les M sont des scénarios qui vont vers tout renouvelable parce qu'on ne construit pas de nucléaire neuf. Alors, dans le premier, on va supprimer le nucléaire dès 2050,
2050. Le nucléaire disparaît dès 2050 et donc le reste, c'est essentiellement des renouvelables et puis un tout petit appoint thermique. Tout petit, pardon? Plus petit que l'appoint thermique d'aujourd'hui. Dans ces deux scénarios, c'est un peu plus lent. Il y a encore un peu de nucléaire en 2050. Il y a 16 gigawatts, je crois. Les centrales les plus jeunes sont, par hypothèse, prolongées jusqu'à 50 ou 60 ans. Peut-être pas toutes, voilà. Et en fond, on arrive au même résultat, mais 10 ans plus tard, en 2060, il y a quasiment plus de nucléaire, sauf un tout petit, là, que vous voyez, c'est celui de Flamanville. On suppose qu'en 2060, ils ont réussi à le mettre en service. Et puis, on a 3 scénarios avec du nouveau nucléaire. Donc là, on construit 8 EPR, 2. Là, on en construit 14. Et là, on en construit 14. On construit aussi des SMR. Et puis, alors là, on construit des nouveaux, mais on garde aussi l'ancien. C'est-à-dire qu'on a à peu près le même niveau d'ancien que là, hein. Donc, les nouveaux EPR, c'est plutôt ça. Et ça, c'est l'ancien. Là, voilà, on construit davantage, presque le double. Et puis là, on ajoute des petits SMR et on garde plus d'anciens, c'est-à-dire que certaines centrales ont fait l'hypothèse assez héroïque que des centrales seront conservées au-delà de 60 ans. Voilà, ce que l'ASN n'envisageait pas sérieusement il y a encore quelques mois. Voilà, donc RTE a imaginé qu'il y avait plusieurs scénarios possibles de fermeture, hein. Dans le M0, on ferme de façon accélérée. On ferme même. C'est un peu un scénario antinucléaire, hein, mais qui quand même ne ferme pas tout d'ici 2025 ou 2035, hein, qui ferme doucement au fur et à mesure que les centrales vieillissent. Il y a un scénario de référence qui est celui-là, puis un scénario ralenti où on demande de les prolonger le plus longtemps possible. Dans tous les cas, elles ne sont pas éternelles et il va falloir, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, qui est là en renouvelable, il en faudra énormément plus ici ou seulement beaucoup plus là. Mais il n'y a pas tellement de solutions. C'est là où il y en a le moins, hein, dans le N03, qui n'est pas très réaliste du point de vue nucléaire, je pense. Il y a 50% de nucléaire, 50% de renouvelable. Les sénateurs qui ont voté pour dire que 50%, ça devait être un minimum et pas un plafond, ils sont bien gentils, mais je crois qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe actuellement chez EDF. Et d'ailleurs, voilà une slide intéressante, c'est ce que montrait EDF il y a seulement 2 ans, fait des chiffres 2021 sur son European Pressurized Reactor 2, le PR2, bénéficie des atouts de l'EPR, etc., etc. 6 EPR, environ 50 milliards, on verra si c'est 50 ou 150. Mais ce qui est intéressant, c'est son rythme. C'est le rythme qu'il se proposait de faire. Une paire tous les 4 ans, avec 10, voilà, et la première paire entre 2035 et 2037. Alors, si vous comptez, mettons 2036, une paire, 2040, une deuxième paire, 44, 48, ça fait 4 paires, ça fait 8. C'est le scénario N2, mais même pour EDF, le scénario N03 est pas réaliste, quoi. Et ça, c'est ce qu'ils pensaient pouvoir faire. Bon, alors, il me manque, tiens, j'ai peut-être supprimé. Zut. Non, voilà. Il manquait cette slide-là. L'analyse économique. Et c'est là où RTE nous balade un petit peu. Ils nous disent les renouvelables sont moins chers que le nucléaire en sortie de centrale. Bon, c'est déjà un premier acquis. Si on compare les derniers appels d'offres pour l'éolien maritime à 45 euros le mégawattheure, les derniers pour l'éolien terrestre sont moins bons. On est plutôt vers 80, ça a remonté de 15% avec les problèmes sur les matériaux. Pour le solaire, on doit être vers 60. Ça dépend ce qu'on fait, hein. Je parle des grandes toitures ou des grandes centrales au sol si on pouvait en faire. Bon, le nucléaire, il nous donne des prix assez ambitieux qui sont 25% de moins que ce qu'il y a sur le papier pour l'EPR, où il n'y a pas de. Vous savez, sur l'EPR de Flamanville, son coût est passé de 3,5 à 13 milliards, plus 6 milliards d'intérêts intercalaires.
du retard. Donc, c'est des coûts théoriques et sans retard, hein, et les retards coûtent extrêmement cher. Donc, voilà, en fonction de ça, ils arrivent à nous dire que les scénarios tout renouvelables, ils coûtent quand même un peu plus cher que les scénarios où il y a du nucléaire neuf. Pourquoi? À cause du coût des flexibilités et des coûts plus élevés de réseau. Alors, ce n'est pas entièrement faux. C'est évident qu'il faut tenir compte de ces coûts et qui sont importants. Alors, on pourrait les discuter, hein, on pourrait discuter parce que là, on voit que ça fait la moitié, hein, de la dépense annuelle pour l'électricité, c'est les flexibilités des réseaux. Transport, distribution, flexibilité. Et ça, c'est le coût de production. Bon, mais admettons, on verra qu'il y a quelques flexibilités qu'ils n'ont pas considérées, qui sont fait. Bon, tout est discutable. Néanmoins, ce qui est le plus discutable, c'est évidemment les coûts du nucléaire, parce que on n'a jamais vu que les coûts du nucléaire baissaient ou que ce soit jusqu'à présent. Donc, c'est une hypothèse forte. Et puis, il faut aussi l'hypothèse d'un taux d'intérêt au même prix pour rembourser le capital du nucléaire et le capital des renouvelables. Les renouvelables se financent à pas cher. Alors, un peu moins maintenant que les taux d'intérêt généraux ont monté, mais se financent à pas cher parce que c'est totalement mûr, c'est éprouvé et qu'il y a des contrats qui assurent du débouché commercial à un prix qu'on connaît. Donc, il n'y a aucun risque. Et donc, pour les investisseurs, c'est du gâteau. Donc, ils peuvent mettre pas beaucoup d'argent, emprunter beaucoup et à des taux faibles pour financer les renouvelables. Le nucléaire, ce n'est pas du tout la même histoire. Le nucléaire, il faut au contraire trouver beaucoup d'argent public parce que sinon, il n'y a pas d'investisseurs privés qui veulent se lancer dans le nucléaire maintenant. Le risque de non-achèvement en temps et en heure est beaucoup trop important. Le risque financier, hein, je ne parle pas du risque nucléaire, je parle juste risque financier de la construction est beaucoup trop important. D'ailleurs, ça a été aussi pas mal noté par le GIEC. Alors, la variabilité, parlons-en un petit peu, parce que ça a l'air d'inquiéter beaucoup les gens. Puis c'est là-dessus qu'évidemment, euh, sur une base vraie, c'est là-dessus qu'il y a le plus de mensonges. La base vraie, c'est oui, il n'y a pas de soleil de la nuit, merci, on l'avait remarqué, et le vent ne souffle pas tout le temps. Mais à partir de là, on arrive à des mensonges extraordinaires du style, pour chaque mégawatt éolien, il faut construire un mégawatt de charbon, et comme le mégawatt éolien, c'est 25% de facteur de charge, ce qui est plus vrai, hein, mais eh bien, pendant 75% du temps, on va faire tourner la centrale à charbon et donc ça va faire beaucoup d'émissions. D'ailleurs, vous voyez l'Allemagne. Ça, c'est le mensonge caricatural sur la variabilité. Évidemment, en Allemagne, si ce n'est pas passé comme ça, je vais y revenir. Mais voilà. Donc, pour l'instant, où est-ce qu'on en est, nous? On est très loin, on produit 10% de notre électricité avec des renouvelables variables, hein, ça doit être 7 et 3, 7 d'éolien, 3 de solaire. Et donc, on n'a juste aucun souci à intégrer ça, ça ne présente aucune difficulté. Et il y a un certain nombre de pays qui font la même chose que nous, ça va de l'Inde, le Japon, l'Argentine, le Vietnam, le Mexique, etc. Puis les pays qui sont un peu plus en avance, bon, un peu en avance, la Chine, la Turquie, le Brésil, nettement en avance, l'Italie, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne, le Danemark. Voilà, au Danemark, ils sont près de la Norvège, ils ont des gros câbles électriques et il y a un gros château d'eau en Norvège, donc c'est trop facile pour le Danemark. Oublions le Danemark. On a quand même l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne et bientôt le Royaume-Uni qui ont 3 fois plus d'énergie variable dans leur système et on n'a pas entendu parler de blackout dû à cause de ça. Donc c'est que ça peut se gérer apparemment. Mais vous allez voir que ça se gère assez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, là on n'a pris que des pays, c'est l'AIE, ils ont pris des pays, ils ne reconnaissent pas les entités, les très grandes régions ou les États indépendants. Alors la Californie, par exemple, serait tout à fait dans ce groupe-là, C'est quoi? l'Australie du Sud. Hein? Je la mets dans une boîte en plastique. Pardon? Bon, la Californie ou l'Australie du Sud sont à des taux très élevés et sont assez peu reliés avec le reste de leurs voisins. Alors, évidemment, les opposants, quand ils parlent de la variabilité, ils regardent toujours ou l'éolien ou le solaire, mais ils ne regardent jamais les deux ensemble.
Et on comprend pourquoi, parce que c'est qu'en fait, les deux sont quand même pas mal complémentaires. D'abord, il y a du vent la nuit et pas seulement le jour, donc ça, c'est quand même un atout par rapport au solaire. Et ensuite, bah, il y a quand même beaucoup de vent en hiver, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, et il y a quand même plutôt du soleil en été, quand il n'y a pas beaucoup de vent. Et cette complémentarité intersaisonnière est très importante parce que le stockage intersaisonnier est ce qui va être le moins efficace et le plus coûteux. Donc, le bon mix éolien-solaire, c'est la première chose vraiment importante quand on regarde ce qui se passe quand on construit la trajectoire d'un pays vers 100% de renouvelables. La première chose, c'est avoir le bon mix. Et dans les pays tempérés, comme la France, eh bien, l'éolien va devoir produire plus de kilowattheures que le solaire. Dans les pays chauds, près de l'équateur, c'est le contraire. Euh, c'est la clim qui va tirer la demande d'électricité. Chez nous, ce n'est pas encore la clim. Pour l'instant, c'est le chauffage en hiver. Peut-être ça changera. Mais c'est la clim qui tire, c'est le chauffage, l'éclairage pendant des heures beaucoup plus longues, etc. Enfin, l'éclairage, ça compte plus beaucoup, qui tire la consommation. Et donc, on a une vraie différence entre l'été et l'hiver pour ce qui est de la consommation d'énergie. Et ça matche beaucoup mieux avec l'éolien qu'avec le solaire. Donc, voilà. C'est important parce que le solaire, son coût peut s'effondrer. Ce n'est pas pour ça que le coût des stockages intersaisonniers va complètement s'effondrer. Donc, limiter ce qu'on doit transférer d'une saison vers l'autre, c'est important. Et ça, c'est avec l'éolien qu'on peut le faire. Alors, la variabilité de l'éolien et du solaire nécessite évidemment des flexibilités. Là, ils ont un scénario tout renouvelable, un des trois scénarios tout renouvelable, qui n'est pas encore tout à fait tout renouvelable en 2050. Hein. Ils ont modélisé ce qui se passait. Donc là, on a une petite base nucléaire. Là, on a des productions solaires tous les jours qui sont fortes. Et évidemment, il n'y en a pas la nuit, on est d'accord. Il y a la demande qui est là, qui est en noir. Hein. Et il y a des moments où il y a des surplus importants qu'on peut exporter, qu'on peut utiliser euh, pour remplir les batteries, voilà, on va de préférence remplir les batteries des voitures. Ça veut dire qu'on va toutes les remplir à ce moment-là, mais on va s'efforcer d'inciter les gens à les remplir plutôt au moment où on a beaucoup d'énergie qu'au moment où on n'en a pas beaucoup, etc. Et comme ça, on va réussir à gérer cette variabilité. Ce n'est pas quelque chose qui inquiète fortement les gens. Alors, à toutes ces flexibilités qu'a identifié RTE, il faut en ajouter une autre qui est en train d'apparaître, qui est le stockage compact haute température, qui transforme quelques heures d'électricité dans des batteries, dans des briques réfractaires hein, qui sont chauffées jusqu'à 1500 degrés et dans laquelle on va extraire ensuite de l'air chaud ou de la vapeur à plus de 1000 degrés en continu pour répondre aux besoins industriels. Donc, une industrie en continu 24 heures sur 24 avec quelques heures de PV ou quelques heures d'éolien, c'est possible aujourd'hui et ça coûte moins cher qu'une batterie électrique, évidemment. Voilà. Et donc ça, c'est en train d'arriver sur le marché et ça va évidemment être important. L'évolution des besoins en électricité d'origine thermique, alors ça, c'est important aussi parce que donc on nous dit, avec votre variable, vous avez besoin de beaucoup de gigawatts de soutien. Alors, ce qui compte, alors les gigawatts, ce n'est pas complètement faux, mais ce qui compte, c'est l'énergie produite par ces gigawatts, par ces centrales à gaz qui vont être immobiles la plupart du temps. Et donc, il faut regarder l'évolution des besoins en électricité d'origine thermique. Et vous allez voir que en 2030, ça ne change pas beaucoup par rapport aux besoins actuels, qui est élevé. Ça n'atteindra jamais le niveau actuel, c'est ça qui est quand même intéressant. On arrivera vers des niveaux assez bas. Et puis, évidemment, là, on change de couleur parce qu'on change de gaz. Au lieu de mettre du gaz fossile, on met de l'hydrogène parce qu'on arrive vers 2040. À partir du moment où on a des besoins de backup, c'est aussi parce qu'on va avoir des besoins, plutôt des surplus d'électricité, là plutôt en été. Et cela, on va les stocker sous forme d'hydrogène, mais ça se situe entre 2040 et 2050. Et là, on va pouvoir les convertir à l'hydrogène et donc faire le 100% renouvelable. Alors, je voulais annoncer le mensonge sur la variabilité qui consiste à dire en Allemagne, ils ont du solaire et de l'éolien, et c'est à cause de ça qu'ils ont beaucoup de charbon et beaucoup de CO2 dans leur mix électrique, alors que le nôtre est tout propre grâce au nucléaire.
C'est évidemment stupide, hein. Le charbon et le gaz étaient là bien avant le solaire et l'éolien. Et au contraire de ce qu'on dit, le solaire et l'éolien et la bioénergie ont permis de réduire considérablement, là c'est entre 2011 et 2021, c'est de 35%, mais sur la plus longue durée, c'est encore davantage, le charbon, en même temps qu'on réduisait, maintenant qu'on a supprimé le nucléaire. Alors, si des gens veulent dire, ils auraient dû, pour le climat, il aurait été mieux qu'ils gardent le nucléaire et qu'ils réduisent plus vite le charbon, ça c'est vrai, et il n'y a rien à dire. Mais c'est un autre discours que celui qui consiste à dire, à cause de la variabilité, ils sont obligés d'avoir beaucoup de charbon et beaucoup de gaz. C'est idiot. Et dans l'avenir, tout ceci va se réduire encore considérablement et ceci va augmenter considérablement. Il y aura éventuellement, comme chez nous, un tout petit résidu thermique avant que ce soit remplacé par l'hydrogène. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut pour ça? Eh ben, il faut développer beaucoup d'éolien et de solaire. Et vous avez ici les trajectoires de développement pour le solaire, l'éolien, pardon, terrestre, selon les scénarios. Donc, dans le plus nucléaire des cas, il faudrait passer d'une vingtaine de gigawatts à un peu plus du double. Et puis dans les autres cas, il faut tripler ou quadrupler. Pour l'éolien maritime, bah, on part de zéro quand ils ont fait ça, mais maintenant on a un demi-gigawatt. Mais c'est pareil, il en faut entre 20 et 70, hein, avec un tir un peu groupé là entre 50-60. Et puis pour le solaire aussi, ben, il faut considérablement augmenter. On est incroyablement en retard sur le solaire en France. Quand on pense que les Néerlandais ont par tête d'habitant 4 fois plus de watts de photovoltaïque que les Français, alors on peut se dire évidemment, ils sont très peu nombreux, ils ont des surfaces très grandes et un soleil terrible. Mais je crois qu'on se raconte des histoires si on s'explique les choses comme ça. Mais le fait est qu'ils ont 4 fois plus de gigawatts, de mégawatts, de watts solaires que nous, et par tête d'habitant, c'est quand même incroyable. Là, à quel point on a pu se mettre en retard sur le solaire, c'est inouï. Voilà, et donc il faut partir j'allais dire de rien. Non, on est à 20 et il faut monter à 100, 200, 150, voilà, selon les scénarios. Alors, c'est des rythmes qui ne sont pas exorbitants en soi. Il faut retrouver des rythmes d'installation rapides, hein. Vous les avez ici. Alors, c'est marrant parce que ces images, les scénarios sont classés dans l'ordre inverse des images précédentes, hein. Donc, voilà, les scénarios les plus renouvelables sont là. Il faudrait passer à 6 gigawatts par an, alors qu'on a fait 2,7 en 2022, il faut doubler. Là, il faudrait passer de 2 gigawatts, mais dont un demi, c'est l'offshore. Donc, voilà, il faut au moins maintenir ce rythme, quoi. Il faut au moins maintenir ce rythme de façon régulière. Et encore, ça, c'est dans l'hypothèse des scénarios de RTE, tout ça, c'est 2020. Alors, la sobriété, vue par RTE, qui pense qu'on ne peut pas l'imposer de façon trop dure à la population, donc ça c'est un sujet de débat évidemment, ça permet d'en faire un peu moins, mais pas beaucoup. Et puis alors, si on vise la réindustrialisation, bah, il faut plutôt accélérer, et les rythmes qu'on a sont pas suffisants. Et puis il y a cette révision là qui vient d'arriver de la consommation d'ici 2035, qui nous met en 2035 à peu près au niveau où RTE nous voyait en 2050, il y a seulement 3 ans, hein. Donc, et c'est la suite d'une grande consultation, c'est-à-dire qu'ils ont noté notamment les demandes des industriels de raccordement à Fos, à Dunkerque, pour les unes de batterie, pour les électrolyseurs qui vont maintenant alimenter la sidérurgie, etc. Donc, c'est un bon usage de l'hydrogène, celui-là. Donc voilà, alors on peut sûrement discuter des choses, la mobilité lourde, des e-carburants, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fera, mais la mobilité légère, elle est là, ce sera de l'électricité, les data centers, oui, je ne sais pas, ça me paraît un peu beaucoup, mais bon. Le chauffage, c'est intéressant, le chauffage, parce qu'on chasse les fossiles, on remplace par de l'électricité, mais en même temps, on chasse les radiateurs inefficaces et on les remplace par des pompes à chaleur. Et au total, le secteur chauffage résidentiel et tertiaire, bah, ça s'équilibre, hein, ça n'augmente pas vraiment.
Par contre, dans l'industrie, ça augmente parce qu'on industrialise les procédés, on électrifie les procédés industriels, etc. Donc, voilà, vous avez un secteur stable pour l'électricité et 3 secteurs en hausse. Alors, je ne sais pas si ce chiffre est le bon, mais ça vous indique la tendance. Et alors, qu'est-ce que ça peut donner en production? C'est Excusez-moi, pareil. Oui, sur. pardon. Il y a un écho, il faudrait que vous coupiez votre. Bon, excusez-moi, sur le slide précédent, le Oui, socle de 300 TWh, c'est quoi en fait? c'est ce qu'il y a aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire que là, ils ont voulu montrer les augmentations. Ils ont voulu montrer les augmentations. Oui, c'est une bonne question. Ben, alors, les procédés industriels, le chauffage résidentiel et tertiaire, ben, il y a une bonne question. Oui, 300, c'est quand même pas rien. Euh, S'il y a dedans tout le chauffage, les data centers, la mobilité d'aujourd'hui et les procédés industriels, ben, il nous reste, c'est bizarre parce que c'est la consommation électrique d'électricité spécifique partout. C'est la consommation d'électricité spécifique dans l'industrie, c'est les ordinateurs, c'est l'éclairage, c'est toute l'électricité qu'on consomme déjà autrement. Ça vous satisfait comme réponse ou vous trouvez que c'est pas assez creusé? Je vais creuser, hein, je vous promets que je vais creuser. Mais je pense que c'est voilà, je pense que c'est le socle de l'électricité qu'on consomme déjà aujourd'hui pour de multiples usages qu'on peut appeler l'électricité spécifique. Ok, d'accord. Merci. Alors, la consommation, la production maintenant, donc ils imaginent qu'après la forte baisse de 2022, le nucléaire va repartir jusque par là, retrouver presque le niveau de 2021. Il faut savoir on était à 400, à plus de 400 en 2005, hein, quand le nucléaire faisait plus de 75% de la production d'électricité. Là, on est vers 60%. Hein. Bon, donc ils pensent que ça va remonter doucement au fur et à mesure qu'on passera le grand carénage et donc la 4e visite décennale des réacteurs 900 MW de la première génération. Mais ils ne pensent pas que ça ira plus loin, c'est-à-dire qu'après, il y aura d'autres visites décennales, il y aura des travaux, il y aura. Voilà. Donc, ils pensent que les réacteurs vieillissants ne reviendront pas à leur niveau de production antérieur. D'ailleurs, c'est global parce que parfois vous trouvez des statistiques qui vous disent exactement l'inverse, qui vous disent que les réacteurs les plus vieux marchent mieux. Mais méfiance, ça tient compte de ceux qui continuent de marcher et ça ne tient pas compte de ceux qui ont été éliminés. Là, ça tient compte aussi de ceux qui seront éventuellement éliminés. Et d'ici 2035, il se pourrait qu'il y en ait. Voilà. Donc le reste, ça va être bon, l'hydraulique, bah, on ne sait pas trop si ça va remonter à des niveaux antérieurs ou si avec la sécheresse qui persiste, on va avoir une baisse durable, hein, c'est bien possible. Donc bioénergie, on n'imagine pas que ça monte considérablement pour faire de l'électricité, on a plutôt des usages directs. Ensuite, il y a du solaire, de l'éolien, de l'éolien. Et d'ici 2035, bah, c'est quand même surtout l'éolien terrestre qui doit gagner, même si l'éolien euh, maritime devient important. Voilà la production. Donc, imaginez une consommation de 630, une production de 650, possibilité d'exportation ou une marge de sécurité, je ne sais pas comment on peut dire, mais il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'un scénario sans regret consiste à déployer les énergies renouvelables selon la trajectoire du scénario M23. C'est un des trois, c'est celui qui a le plus de grands parcs qui coûte le moins cher, ou même plus vite, compte tenu des récentes révisions. Avec la prolongation du nucléaire existant, tant que la sûreté le permet, c'est la seule façon de redevenir autosuffisant, voire excédentaire en électricité, et surtout de fournir assez d'électricité pour commencer à remplacer les combustibles fossiles dans les bâtiments, l'industrie et les transports. Et si certaines centrales peuvent être prolongées au-delà de 50 ans, ou si des réacteurs nouveaux
produisent effectivement après 2035, il sera toujours temps de réduire le rythme de développement des énergies renouvelables. Mais voilà, on ne peut pas faire comme si la construction de ces centrales nucléaires, qui vont décider, hein, mais ne racontons pas d'histoire, ça allait être un chemin facile, alors que on ne sait plus, on ne sait pas construire dans les délais et dans les coûts des réacteurs répondant aux normes de sécurité après Fukushima. Peut-être qu'un jour on saura, mais pour l'instant on ne sait pas. La preuve n'est pas faite. Et tant que cette preuve n'est pas faite, il faut faire comme si elle ne devait jamais être faite, sinon on va se retrouver dans le manque ou dans l'impossibilité d'atteindre nos objectifs. Voilà, j'ai quelques slides de complément, mais je crois que je vais m'arrêter là et puis vous laisser poser des questions. Cédric, on va effectivement passer aux questions. Alors, on va peut-être commencer par la salle, s'il y a des questions à adresser. J'ai quand même une première question. C'est à propos du scénario M23, donc qui est lié à, enfin disons, qui prône l'établissement de centrales éoliennes et photovoltaïques au sol, enfin importantes. Il y a quand même pas mal de contestations sur les centrales photovoltaïques au sol qui pourraient empiéter sur des surfaces agricoles ou ce genre de choses. Quelle est votre opinion à ce sujet? Alors, merci pour cette question. Si on faisait les 140 gigawatts du scénario M23, si on faisait tout au sol et de façon un peu extensive, de façon à Attendez, pas faire excusez-moi, on a des... un problème de son dans la salle. La question des surfaces au sol. Donc, je disais, si on faisait uniquement au sol, tout le solaire qu'il faut dans un scénario M23, et en le faisant de façon un peu extensive, de façon à bien gérer les co-usages, laisser pousser les herbes, laisser pâturer les moutons, etc. Il nous faudrait jusqu'à 200 000 hectares. À titre de comparaison, les biocarburants en France, c'est 1 million d'hectares, 5 fois plus. Et ça produit 7% de nos carburants. En réalité, à l'hectare, le photovoltaïque, qui serait couplé par hypothèse à des véhicules électriques, ça permet de faire 100 fois plus de kilomètres que les agrocarburants dans une voiture thermique. 100 fois plus. C'est une évaluation que j'avais faite moi, je l'ai publiée, et puis j'ai découvert après plusieurs papiers scientifiques qui faisaient à peu près la même. C'est un ordre de grandeur, hein, c'est entre 70 et 140, selon ce qu'on prend comme intrant dans le cas des agrocarburants, si on comptabilise tous les intrants ou pas. Voilà, donc c'est 100 fois plus. Donc, moi, je considère que la forêt française, elle grandit de 30 000 hectares par an. Je n'ai pas forcément un état d'âme à mettre du solaire au sol, soit sur certaines terres agricoles, soit sur certaines terres sylvicoles, notamment quand c'est de la monoculture intensive d'une seule espèce. Je pense que je vais augmenter la biodiversité en faisant ça plutôt que la diminuer. Je voudrais vous montrer quelque chose. C'est encore trois petites slides que je trouve intéressantes. Alors, voilà. Là, vous l'avez. Là, vous avez les éoliennes. Et le fait que les éoliennes artificialisent assez peu les sols, et puis elles imperméabilisent encore moins, hein, quand on regarde. Parce qu'on dit toujours, les éoliennes, ça prend beaucoup de place, parce que oui, il faut les séparer les unes des autres de 5 fois le diamètre, etc. Et puis, il faut les mettre un peu loin des habitations, enfin à 500 mètres au moins, etc. Bon. Mais tout cet espace, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien y faire. On peut y faire toutes les activités agricoles qu'on veut. Les surfaces imperméabilisées, c'est très faible. Les surfaces artificialisées, c'est faible. Et alors, on va voir le solaire. Et là, surprise, les surfaces imperméabilisées et artificialisées sont encore plus faibles que ceux des éoliennes. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce qui est vraiment artificialisé ou imperméabilisé, c'est ça. C'est les pieux battus. Le reste, ce n'est pas imperméabilisé et ce n'est pas artificialisé.
Alors, on ne va pas y faire pousser des arbres jusqu'à une formation climatique, hein, mais il peut y avoir des réserves extraordinaires de biodiversité. Là, ce n'est pas du tout juste gênant. Et voilà, pour moi, il y a aucune crainte sur la souveraineté alimentaire. Vous savez, les gens, ils ont dit ça à l'Assemblée nationale. Il y a une députée LFI qui a dit, qui a tweeté, qu'allons-nous manger quand nous aurons transformé la moitié de nos champs en centrales solaires? Ben non, on ne va pas transformer la moitié de nos 28 millions d'hectares de surface agricole en champs solaires, mais seulement, je vous disais, même pas 1%. Même pas 1% si on faisait tout au sol. Voilà. Si on faisait tout sur des surfaces agricoles et pas aussi un peu sur des forêts. Donc, en fait, si on veut aller vite, et il faut aller vite, il faut réaliser qu'une chose est importante à faire, c'est de se déployer là où il y a de la ressource et là où il y a du réseau. Parce que le réseau doit évoluer, il doit changer, il doit se transformer profondément pour marcher dans les deux sens, pas seulement dans un sens descendant, etc. Mais il ne peut pas aller. C'est un vrai frein, le réseau. Et on a des tas de projets qui sont là et qui attendent un raccordement pendant 5, 6 ou 7 ans par Enedis. Donc ça, c'est un vrai souci. Et donc, quand on a des opportunités euh, proches de postes sources qui ont des capacités d'accueil importantes, il faut les saisir parce qu'on est aujourd'hui dans une vraie course de vitesse. Dernier point sur l'artificialisation et les espaces, hein. On va regarder l'artificialisation aujourd'hui. Alors, selon cette méthode de cette enquête-là, on est à 25 000 hectares par an artificialisés. Et on se donne comme objectif dans les 10 ans, enfin d'ici 2030, de diviser par deux ce chiffre et descendre là. Voilà l'artificialisation euh, annuelle générée, tout ça c'est annuel, hein, générée par les installations du système électrique. Ça comprend les centrales solaires, éoliennes et les autres, et le réseau de transport et de distribution. Et on se trouve, alors selon les réseaux, selon les scénarios, entre 600 et 300 hectares par an sur, pour l'instant, 25 000. Donc voilà, il faut relativiser les choses. Et les gens du nucléaire nous disent, oui, alors chez nous, il y a moins besoin de réseau, ça suit mieux dans le réseau actuel, on va construire une nouvelle centrale là où il y a déjà les anciennes, etc. Donc, il y a moins, on fait mieux. Oui, c'est vrai, mais on est dans l'épaisseur du trait. On est dans l'épaisseur du trait. Voilà, je vais vous passer Charles. À toi, Charles. Merci pour l'exposé très brillant. Avez-vous croisé votre démarche et vos chiffres avec ceux d'un scénario comme le scénario Négawatt, qui est plus axé sur les économies d'énergie? Alors oui, oui, bien sûr, je le connais, je l'ai regardé, il y a ceux de l'ADEME aussi. Je me suis surtout appuyé, je le reconnais, sur celui de RTE, les scénarios de RTE que j'ai trouvé les plus complets. Euh, les scénarios Négawatt, comment dire, ils s'améliorent, mais j'avais au départ beaucoup de prévention contre eux parce que euh, au début, ils cherchaient d'abord à réduire la consommation d'électricité, beaucoup plus que la consommation de fossiles et l'effet de serre. Et moi, j'étais surtout préoccupé par l'effet de serre. Et puis, ils y sont venus et leurs scénarios sont beaucoup plus riches en électricité maintenant qu'il y a 10 ans et beaucoup moins riches en biomasse. Ils ont réduit leurs apports de biomasse. Parce que s'il y a quelque chose qui menace qui menace la souveraineté alimentaire, ce sont les biocarburants. C'est une énergie faiblement efficace, faiblement coûteuse, mais faiblement efficace. Et donc, ils en avaient beaucoup dans leur scénario avant. Il fallait transformer mais par millions d'hectares, des terres agricoles nourricières en production d'énergie. Et moi, ça me convenait pas. Mais dans leur dernier scénario, ils en ont beaucoup moins. Alors, ils ont pas mal de cultures intermédiaires. Ils ont encore des hypothèses, je trouve, un peu généreuses sur le biogaz.
avec et aussi la pyrolyse du bois à laquelle je croirais quand je la verrai fonctionner sans heurts. Mais voilà, donc on a encore des petites divergences. On en a discuté avec un des fondateurs euh, de Négawatt il n'y a pas très longtemps à Bordeaux. Son nom m'échappe, c'est idiot. Voilà, donc on se croise, on cause et on s'est rapprochés d'une certaine manière. On s'est rapprochés. Euh, voilà. Je pense que je suis encore pas tout à fait sur la même longueur d'onde, mais c'est de plus en plus proche. Je ne crois pas, si vous voulez, non plus, comment dire, la sobriété, c'est bien, je la pratique et j'encourage les gens à la pratiquer. Euh, mais je constate que les gens sont parfois inconsistants dans leurs efforts. Ils vont éviter d'acheter des vêtements neufs et acheter des vêtements de seconde main, ce qui est très bien. Enfin, c'est surtout les gants qui sont de seconde main, mais ils peuvent acheter des robes ou des jeans de seconde main. Et puis, ils vont quand même prendre l'avion pour aller en vacances. Voilà. Alors, l'avion a fait beaucoup de progrès en économie d'énergie. Ça consomme pas plus qu'une voiture, mais comme ça va beaucoup plus vite, ben, on va beaucoup plus loin. Voilà. Et donc, alors, je vois autour de moi, j'en vois qui. J'en ai pas beaucoup autour de moi qui sont de cette génération un peu aisée, qui prend l'avion pour un oui ou pour un non pour partir 3 jours. Euh, mais pour partir 8 jours, 10 jours, avoir 2 destinations dans l'été, ça ne leur fait pas peur. Euh, voilà. Moi, j'ai beaucoup pris l'avion quand j'étais à l'Agence internationale de l'énergie. Maintenant, j'évite. Mais voilà. Donc, je ne crois pas qu'on peut imposer la sobriété. Alors, il faut la favoriser par beaucoup de moyens, les pistes cyclables, voilà, plutôt que la place pour la voiture dans les villes. Il y a mille choses à faire qui sont pas uniquement individuelles, qui sont collectives. Mais on ne peut pas contraindre les gens outre mesure, leur dire, ben non, vous allez avoir 40 mètres carrés, pas plus, pour un couple, ou je ne sais pas quoi. Il y a assez de gens qui ne sont pas bien logés. Je ne sais pas si on peut voilà. Euh, Dans un monde très inégal, c'est très difficile en tout cas. Après, euh, je souhaite un monde plus égal, mais j'ai l'impression que c'est un vieux combat qui ne va pas réussir assez vite sur les échelles de temps du changement climatique. Je partage tous ces combats, mais voilà, j'en ai un plus urgent, qui est le changement climatique. Et pour une bonne part, il ne se résoudra que par la technologie. Il se résoudra pour une bonne part par la technologie, parce que le reste ne sera pas assez rapide. Oui, donc Denis à Nantes, je voudrais évoquer la capacité donc extractiviste de nos sociétés et des sociétés occidentales en général pour mener à bien la fourniture de matières qui vont permettre d'arriver à l'objectif dans les 3 décennies à venir de faire autant d'éoliennes, du parc photovoltaïque. Et sur ce plan-là, il y a Philippe Biwix qui développe un peu cet aspect-là et qui est assez sceptique sur nos capacités à fournir justement ce matériel et ces minerais. Très bien, merci pour cette question. Alors, je vais à nouveau partager mon écran et je vais commencer par quelque chose qui va peut-être vous surprendre, qui est que dans la transition énergétique, l'extraction minière va diminuer. Alors, c'est peut-être pas ce que vous entendez tous les jours. C'est des chercheurs de l'Institut japonais sur l'environnement qui ont fait ce calcul. Ça a été confirmé ensuite par d'autres aux États-Unis. Ils ont pris non seulement, évidemment, les tonnages de matériaux dont on aura besoin pour faire ça, mais ils ont pris aussi toutes les roches qu'il faut extraire pour y arriver, parce qu'il y a là-dedans, il y a des minerais
Si vous voulez, pour avoir une tonne de charbon, il faut extraire 3 tonnes de minéraux. Mais pour faire une tonne de cuivre, il faut extraire 100 tonnes, parce que maintenant, la teneur est à 1%. Et puis, il y en a d'autres qui sont là à 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000. Donc, pour avoir une tonne, il faut extraire 10 000 tonnes. Hein. Et bien, quand on additionne tout, on distingue 2 catégories. Alors, pour le transport, on va finir par réduire l'extraction du pétrole. Mais le pétrole, ce n'est pas ce qui pèse le plus lourd, si j'ose dire. Et puis, on va extraire des minéraux. C'est surtout les batteries des voitures électriques. Ça, c'est le parti vrai du sujet, si j'ose dire. Pour la production d'électricité, on va supprimer le charbon. Et en supprimant le charbon, on va remplacer en partie par des métaux, mais au fond, alors c'est vrai qu'une centrale à gaz, je vais venir, c'est moins de charbon, c'est moins de métaux qu'une éolienne. Mais ensuite, il faut mettre du gaz dedans. Une centrale à charbon, c'est moins de métaux qu'une éolienne ou qu'un centre solaire, mais ensuite, on met dedans du charbon. Il y a d'autres différences. Les métaux, une fois qu'ils sont sortis, ils sont là pour longtemps. Je ne vais pas dire qu'ils sont indéfiniment renouvelables, mais presque. On les recyclera. Alors, on recyclera, ce sera plus facile sur les gros objets que sur les petits. Aujourd'hui, on extrait je sais pas moi, des terres rares ou d'autres métaux assez précieux qu'on met dans des smartphones. Dans les smartphones, alors, on en met quelques grammes de chacun dans les smartphones. Le coût pour les récupérer serait exorbitant. C'est moins cher d'aller les extraire. En revanche, l'acier des éoliennes, la terre rare des éoliennes, de certaines éoliennes, parce que ce n'est pas toutes, mais des éoliennes maritimes en général à entraînement direct, qui peuvent consommer une tonne de terre rare, celles-là, on va les récupérer et on va les réemployer. Donc, une fois qu'elles sont sorties, elles sont là pour très longtemps. Voilà. Alors, cela dit, je vais revenir sur le scepticisme. Ici, on voit les besoins des minéraux. Donc, le véhicule électrique a besoin de nettement plus de métaux que la voiture conventionnelle, c'est entendu. Après, elle ne consomme pas d'essence, mais que d'électricité. L'éolien est assez gourmand en cuivre. Voilà. Et je n'ai en cobalt, en nickel, lithium, enfin lithium c'est plutôt les batteries, lithium c'est le vert, c'est ici. C'est ici. Voilà, c'est pas en des quantités extraordinaires dans les batteries lithium-ion, il n'y a pas énormément de lithium en fait. Bon, mais voilà, là il y a besoin de nickel, il y a besoin de. Voilà. Alors les autres, solaire c'est moins, hein, il y a du silicium, bah oui, il y a du silicium, mais le silicium c'est quand même le deuxième élément le plus abondant sur Terre. Et puis du cuivre. Et puis le nucléaire, ça peut être du cuivre, du chrome, du nickel. Voilà, les centrales à charbon, etc., c'est moins. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est évidemment l'ensemble. Alors, en plus, l'AIE a sorti des chiffres qui font peur. Elle a montré la demande pour la production d'électricité et le stockage, avec des taux de croissance à faire peur. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder cette demande en fonction de la production, parce que la production, aujourd'hui, elle ne sert pas qu'à la production d'électricité et au stockage. Elle sert à beaucoup d'autres choses. Et bon, alors là, il y a quand même des taux de multiplication par 5 sur le graphite, le lithium, le cobalt. Après, il y a une multiplication par 3 sur certains, le nickel en double. Puis après, on est en dessous du doublement, hein, et même très en dessous. Le fer, le titane, le cuivre, ça augmente un peu, mais pas beaucoup. Donc, c'est pas. Voilà, je ne crois pas. Alors, on a aussi, j'ai quelque part un bilan, ça, sur le béton et l'acier. Donc, pour l'instant, on consomme 2% de la production de béton et 6% de la production d'acier. C'est pas assez. Peut-être qu'on va doubler le rythme,
On passerait à 12 ou on passerait à 4, mettons. Bon, c'est pas ça qui va arrêter, qui va empêcher cette transition. Les problèmes un peu plus sérieux sont sur les batteries des voitures, mais non, c'est pas ça qui va arrêter la transition, je crois pas. En fait, le béton ou l'acier, c'est un problème d'émissions associées, parce que béton et l'acier, c'est des secteurs, le ciment finalement, c'est des secteurs qui font 8% et 7% respectivement des émissions de CO2 mondiales. Donc, je vais venir là-dessus dans une minute. Euh, donc, c'est un problème d'émissions associées, mais elle reste très faible par rapport à celle des fossiles. Donc, c'est pas ça non plus. Alors, ce qui peut gêner, il y a deux choses qui sont un peu gênantes, et c'est surtout, encore une fois, pour la voiture électrique, c'est le rythme de progression qui est plus élevé que ce qui est prévu de produire. Donc, c'est un problème de rythme d'extraction. Donc, je ne sais pas si c'est de l'extractivisme, mais je vais défendre l'extraction nécessaire de ces minéraux. Et puis, c'est le monopole chinois dans leur processing. Il y a un monopole chinois, enfin, pas un monopole, mais une forte concentration en Chine sur les terres rares, mais indirectement sur aussi le cobalt et le nickel. Et il y a une très forte concentration de la production post-extraction, si vous voulez, en Chine. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même gênant. Mais vous savez, les fabricants s'y intéressent, ils y ont intérêt d'ailleurs. Et par exemple, en 4 ans, on a réduit de moitié la projection de consommation de cobalt dans les véhicules électriques en 2030, sans avoir réduit la production de véhicules électriques ou la projection de production de véhicules électriques. On l'a réduit en changeant la chimie. Quand un truc devient un peu rare et précieux, ben on modifie, on fait des batteries sans cobalt. On fait des batteries, on fera des batteries au sodium et pas au lithium s'il n'y en a pas assez, mais le lithium, depuis qu'on annonce la ruée, on en trouve partout. Voilà, donc, et là, on peut voir les émissions, mais je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, moi, je ne partage pas ces inquiétudes. Je vois des papiers parfois qui sont faits n'importe comment. Je pense que c'est un sujet sérieux. Euh, je pense qu'il va falloir accepter de rouvrir des mines et des usines de traitement, qu'il faut les faire mieux qu'on ne l'a fait dans le passé, aussi bien au niveau de l'extraction que du traitement. Je comprends que faire du charbon, c'est peut-être pire enfin, que traiter le charbon, c'est peut-être moins polluant que traiter un minerai qui a du cuivre, etc. Mais donc je veux dire, les comparaisons de tonnage ne suffisent pas à nous dire tout, hein. Euh, donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais voilà, je crois que c'est pas ça qui va et il ne devrait pas nous bloquer complètement. Merci de votre réponse. Peut-être quelqu'un souhaiterait s'exprimer dans la salle à Nantes ou peut-être en ligne. J'ai une question dans la salle, c'est Gérard. Oui, merci pour votre exposé. Une question par rapport au stockage, parce que là, on travaille sur des moyennes annuelles, ce qui n'a absolument aucun sens, étant donné que le réseau s'équilibre aux 20 millisecondes et que le RTE fait ses pas de temps pour les calculs sur la demi-heure. Donc, comment on envisage le stockage sur un pas de temps raisonnable et quels sont les chiffres que vous envisagez pour pouvoir stocker en période hivernale, uniquement pour les périodes de pointe, bien sûr. Merci pour la question, mais alors, je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire par pas de temps raisonnable. Si on travaille sur une moyenne annuelle, ce n'est pas difficile d'équilibrer le réseau. Quand on regarde en temps réel à une demi-heure, avec un pas de temps d'une demi-heure comme le fait RTE, quand on regarde la courbe économique, on se rend compte que RTE s'arrache les cheveux par moment, quoi. Ça arrache les cheveux. Non, alors ils ont regardé
Ils ont gardé une série météo sur 200 ans pour ne pas louper des années un peu extravagantes. Et effectivement, ils font une simulation à la demi-heure et ils tirent la conclusion que, en fait, il faut développer des flexibilités et des stockages, mais qu'on peut y arriver. Alors, les flexibilités, et paradoxalement d'ailleurs, en électrifiant davantage les consommations finales, c'est plus facile et non pas plus difficile. Les véhicules électriques, c'est un énorme stockage sur roue. Et alors, peut-être une petite partie servira même à envoyer de l'électricité sur le réseau, mais déjà, en gérant bien la recharge des véhicules électriques, en donnant aux gens les incitations qu'il faut pour qu'ils ne soient pas tous à se recharger à 19 heures le soir, eh ben, on peut lisser la consommation. Pareil dans l'industrie, j'ai montré l'exemple du stockage thermique haute température. Je pourrais donner d'autres exemples sur comment un industriel de l'aluminium en Allemagne a créé une batterie virtuelle extrêmement importante, simplement en réglant la température dans ses pots d'aluminium. L'électrolyse, on va faire un peu d'hydrogène certainement pour la sidérurgie et puis pour la chimie, c'est-à-dire l'usage actuel de l'hydrogène plus la sidérurgie. Peut-être pour faire de l'ammoniac aussi pour les bateaux. Peut-être, c'est de plus en plus hypothétique, des e-fuels pour les navires. Et puis, on fera à la fin un peu d'hydrogène pour équilibrer, pour avoir un appoint à mettre dans les centrales thermiques pour les jours sans vent ni soleil. Bon, cet hydrogène, on va évidemment le fabriquer quand il y a des surplus. Et pas, on ne va pas faire tourner une centrale à hydrogène pour fabriquer de l'hydrogène au même moment. Ce serait complètement crétin, évidemment. Donc, voilà, en empilant ces flexibilités, en répartissant bien les équipements de production un peu partout sur le territoire, en fluidifiant les transferts européens pour prendre appui sur le fait que quand on se couche à Kiev, on est encore debout à Rennes et puis, ou à Nantes. Et puis, voilà, que les Allemands dînent à 18 heures et les Espagnols plutôt à 22 heures. Voilà, on va pouvoir faire un pool de tout ça et essayer de. Plus on répartit les productions sur une grande distance et plus elles s'équilibrent. Par exemple, sur l'éolien maritime, on voit très bien que si on a de l'éolien sur les 3 façades, donc y compris la Méditerranée, ce sera de l'éolien flottant, bah là, on arrive en hiver à ne pas être en dessous de, alors que je ne dise pas de bêtises, à ne pas être en dessous de 30% de la production, plus de 10% du temps. Est-ce que je dis une bêtise? J'ai cette courbe quelque part, c'est Engie qui avait fait cette étude. C'est-à-dire qu'une éolienne, évidemment, quand il n'y a pas de vent, elle ne tourne pas. Et puis, quand il y a du vent, ça monte progressivement jusqu'à atteindre une vitesse nominale. Et puis ensuite, quand le vent accélère, l'éolienne reste à cette même puissance. Bon. Si on a des éoliennes un peu partout, bah, la courbe totale, elle est beaucoup plus harmonieuse. On n'est jamais à 100% et on n'est jamais à 0%. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Si je dois dire un chiffre, vraiment, je donne le bon chiffre. Je crois que M. Lecourbe souhaite vous poser une question, peut-être, Oui. s'il est toujours en Oui. ligne. Oui, tout à fait, oui. Donc, pour répondre à la question précédente, on voit aussi apparaître des entreprises de construction et d'installation de batteries en campagne qui prétendent stocker l'électricité excédentaire à certains moments et puis la restituer après. Ça, c'est la première remarque. Et puis, secondement aussi, faut quand même pas oublier que dans les 3 scénarios N, eh bien, on exclut les accidents nucléaires, qui sont évidemment pas souhaitables, mais qu'on peut quand même redouter. Et puis aussi, on exclut le manque d'eau pour le refroidissement suite au réchauffement climatique. Oui. Merci. Tout à fait, tout à fait.
D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils veulent faire des EPR2 sur des fleuves. Et en plus sur des sites où il y a déjà des centrales. Alors, ça veut dire peut-être qu'ils savent que ça va prendre plus longtemps que prévu et que les centrales existantes seront fermées avant qu'ils mettent en route les nouvelles. Mais c'est pas sûr parce que c'est pas forcément sur les plus vieilles qui veulent se mettre. Et c'est une chose qu'on a fait il y a 40 ans, de mettre des centrales. Il y a 50 ans, on a décidé, voilà, c'était en 74, le plan Mesmer, on a décidé de mettre des centrales beaucoup sur des fleuves. Et je pense que c'est une erreur qu'on ne devrait pas refaire. D'ailleurs, à l'époque, le directeur de cabinet de Robert Poujade, le Premier ministre de l'Environnement, avait protesté contre ça en disant vous allez réchauffer les rivières. 50 ans après, on voit qu'il avait raison. L'agence de bassin Seine-Normandie a montré que les rivières s'étaient réchauffées de 2 degrés en moyenne. Et je crois qu'il faut, si on doit faire des centrales, il faut les faire en bord de mer et surélevées pour qu'elles ne connaissent pas de tsunami ou de submersion avec le réchauffement. Mais sinon, j'avoue que je suis très très surpris qu'ils veuillent en faire sur des rivières qui sont pas forcément à bout de souffle, mais qui sont quand même très très sollicitées. Bien, merci. Autre question dans la salle, Jean-Claude? Dans votre livre, vous faites une critique assez acerbe de la loi d'accélération des énergies renouvelables. Est-ce que vous pourriez développer les principaux griefs qu'on peut y faire? Bon, alors tout à fait. Alors je vais commencer par les bons points parce que ça va être plus court. Il y a quelques dispositions utiles et favorables sur le PV, sur les friches, sur les laissés d'autoroute ou d'infrastructures de transport, sur les parkings. Bon, il y a un début là, quelque chose. Et puis, il y a aussi la création d'un fonds pour continuer à construire les éoliennes sous recours. Donc, pas attendre que tous les recours soient purgés pour pouvoir construire, sachant que 9 fois sur 10, les développeurs gagnent ces procès parce que les recours n'ont aucun fondement la plupart du temps. Ça sert juste à faire du temps, comme l'a un jour dit M. Bultré, le président de la Fédération d'environnement durable. Et puis, il y a aussi une disposition favorable sur les radars qui va peut-être permettre de libérer une partie du territoire français qui est en fait interdit d'éoliennes à cause des radars. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Parce qu'il y a un épais millefeuille de planification au début, introduit par les sénateurs. Je ne sais pas s'il est positif ou négatif. Il vise à la création, et d'ici 2028, de zones d'accélération. Alors là, on ne peut pas dire que ça accélère beaucoup. Ce qui permettra aussi d'avoir des zones d'exclusion. Alors théoriquement, les zones d'accélération, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que RTE, par exemple, peut déjà mettre ses lignes de transport sans attendre des éoliennes. Ce n'est pas forcément une fois que les éoliennes sont là qu'on se dit, ah tiens, on pourrait songer à les relier au réseau. Donc, ça pourrait faire gagner du temps. Ça a marché comme ça au Texas, ça a bien marché. Ils ont créé des zones, ils ont tiré des lignes et des éoliennes ont surgi comme des champignons. Au Texas, oui. Mais bon, on avait déjà beaucoup d'outils pour la planification locale. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de ça. Et je crains que pendant ces 5 ans où ces schémas vont être discutés, rediscutés à l'infini, comparés, ça va aller de haut en bas, puis de bas en haut, etc. Enfin, de bas en haut, puis de haut en bas, etc. Bon, jusqu'à ce que ça coïncide avec les besoins. Ça va prendre beaucoup de temps et pendant lesquels j'ai peur que les préfets disent ah ben non, moi j'attends de savoir où sont les zones pour savoir si je peux vous autoriser. Donc ça risque d'être plutôt une raison de perdre du temps que d'en gagner. On a introduit des exigences nouvelles sur les éoliennes. On a introduit, les écologistes ont introduit la notion de saturation visuelle. Là aussi, c'est censé aider à l'acceptabilité, mais ça va donner juste lieu à de nouveaux recours faute de bonnes définitions.
On a défini un agrivoltaïsme extrêmement exigeant où il faut prouver qu'en plus de produire de l'énergie, on augmente la production agricole, enfin qu'au moins on ne la diminue pas. Je ne comprends pas comme cette inquiétude infondée sur la production agricole. Si un agriculteur produit un peu moins de blé ou de lait et qu'il produit des kilowattheures à la place, moi, ça ne me terrorise pas. On a introduit une interdiction totale de défrichage de 25 hectares pour du PV. C'est quand même la seule activité économique qui est radicalement interdite en forêt. C'est-à-dire que si vous avez un projet en forêt, un golf, une méga bassine, une infrastructure de transport, quoi d'autre, des logements, des bureaux, des usines, des golfs, je l'ai dit. Bon, vous pouvez demander l'autorisation, vous l'aurez ou vous ne l'aurez pas, je ne dis pas que vous l'aurez à chaque fois, mais vous pouvez demander l'autorisation, vous devez montrer que ça a l'intérêt public, vous devez montrer que vous allez éviter, réduire, compenser les dégâts, notamment sur la forêt, vous allez montrer que vous allez créer de la forêt ailleurs, etc. Bon, le PV n'a pas le droit de demander ça. Je trouve ça hallucinant. Il n'y a que le PV qui n'a pas le droit. C'est la seule activité économique interdite. C'est-à-dire qu'on fait peser tout le poids. On réalise qu'on est allé beaucoup trop loin dans l'aménagement, qu'on a fait trop de routes, qu'on a permis trop de surface, qu'on a fait trop de banlieues, qu'on a fait trop de centres commerciaux au bord des villes, etc. Qu'on fait trop de golf, qui demande trop d'eau. Mais on fait peser ça uniquement sur le solaire. Je trouve ça invraisemblable. Voilà. Et dans cette fabrication de la loi, moi qui ne suis pas beaucoup et pas souvent du côté de ce gouvernement, je constate que ce sont les oppositions de droite et de gauche qui ont fait les plus de dégâts. Et notamment parce que le ministère alors le ministère n'a pas cédé au délire de la droite et de l'extrême droite qui voulaient démonter les éoliennes, mais il a cédé à des revendications absurdes de la gauche, comme celle sur l'interdiction du défrichement pour faire du PV au sol. Maintenant, on a un secrétaire général de la planification écologique qui nous dit qu'il a besoin de 40 gigawatts ou 45 gigawatts de centrales solaires au sol, mais qui ne nous dit pas comment il va les faire dans ce contexte de loi, parce que ça va être très difficile. Donc, non, je ne suis pas content de cette loi et je ne suis pas content de ceux qui l'ont faite en plus. Voilà, comme je peux le dire, quel qu'il soit. Très bien, merci. Peut-être encore une dernière question. Ouais. En ligne, pour l'instant, personne ne se manifeste. Dans la salle à Nantes non plus. Donc, je vais redonner la parole peut-être à Jean-Claude pour conclure cette soirée. Oui, merci beaucoup, Monsieur Philibert, hein, pour cet exposé qui était dense parfois, mais je pense que très, très intéressant. Je ne saurais trop recommander la lecture de votre livre, hein, puisque moi, Éolienne, pourquoi tant de haine? Je l'ai lu et annoté dans le train. Parce que je prends le train maintenant. Oui. Et c'était très intéressant. Il y a des passages sur le démontage de certains éolosceptiques qui sont Fabien Doublé en particulier, qui sont Ah oui, oui, vraiment... il y a quelques. Oui, j'ai essayé de ne pas faire trop ennuyeux et trop académique. Et donc, j'ai mis quelquefois j'ai mis une prise de bec. En gros, entre chaque chapitre, j'ai mis un intermède qui est un peu une prise de bec. Fabien Bouglet, en effet, est une de mes têtes de turc. André Berkoff, Jean-Marc Jancovici, dans son genre, hein, différent. S'il faut choisir entre Berkoff et Jancovici, mon choix est quand même tout fait. Mais voilà, j'ai essayé de faire des choses un peu plus légères et amusantes. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. J'ai quand même une petite question à ce propos. Oui. Le lobby anti-éolien,
On ne va pas faire du complotisme, hein, mais est-ce qu'il y a un lobby anti-éolien vraiment bien structuré Ah oui, 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 oui. Et il regroupe une partie, c'est une partie du lobby nucléaire français. Alors, ce n'est pas tous les pro-nucléaires français, parce qu'il y en a qui sont quand même un peu plus malins, qui ont compris qu'on aurait besoin des deux, en même temps, que dirait Emmanuel Macron, mais, mais qui ne sont pas encore convaincus qu'on peut faire 100% de renouvelables, mais qui ont compris qu'il fallait en faire 50% et que sans les renouvelables, aujourd'hui, on était à poil. Puis que c'était, peut-être qu'ils ont compris aussi que c'était un enjeu mondial, industriel, etc. Donc, ils ne sont pas tous obtus. Je ne les considère pas tous comme obtus. Euh, mais il y a une fraction qui est vraiment, vraiment obtuse. Jean-Louis Bultré, il a créé une fédération. Il se revendique d'avoir 1600 associations. Donc, ça veut dire 3 personnes autour de 1600 projets. Hein, ce n'est pas très difficile. Le CRME, voilà, c'est des gens qui diffusent, qui ont des moyens, qui ont de l'argent et qui diffusent de la désinformation systématique sur l'éolien et le solaire. Je pense, alors eux disent, enfin, je pense que leur souci, c'est la fierté nucléaire française. Hein, c'est quand même une industrie importante en France, voilà, ça fait travailler des gens, ça a animé ça a créé de l'espoir, ça a créé de l'inquiétude et de l'espoir. Euh, et donc, ça regroupe beaucoup de monde et il y en a qui ne supportent pas, qui ont le sentiment que leur vie n'a plus de sens si demain on ne fait plus de nucléaire, et qu'ils ont gâché, qu'ils ont passé leur vie à en faire et qu'ils ne comprennent pas pourquoi il faudrait lâcher prise. Mais je peux comprendre ce sentiment, je ne peux pas accepter pour autant la désinformation, le mensonge et la caricature. Très bien. Merci. Monsieur Lecourbe. Oui, oui. Oui, donc je participe à plusieurs groupes de projets d'énergie renouvelable et entre autres éoliens, et c'est vrai qu'on retrouve des arguments extrêmement affligeants de la part des opposants, mais on retrouve aussi des arguments pratiquement copier-coller, alors que parfois ils ne s'appliquent même pas à la situation qu'on leur présente. Donc on a vraiment le sentiment qu'ils sont organisés, d'une part, et d'autre part, pour avoir aussi connu un projet éolien il y a aujourd'hui bientôt 20 ans, là, on avait l'impression que derrière des opposants qui venaient de je ne sais où, il y avait EDF. Merci. Si je peux juste donc vous remercier pour votre invitation, votre écoute, vos questions, et vous souhaiter une bonne soirée.